Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 15 septembre, lundi, bonjour. Le président américain Donald Trump effectue sa deuxième visite d'État au Royaume-Uni. Il y sera reçu par le roi Charles III et le Premier ministre Keir Starmer. La visite comprend un banquet d'État officiel, un cortège en calèche et la revue d'une garde d'honneur. Trump et la première dame Melania arriveront mardi soir et repartiront jeudi. Parmi les principaux sujets à l'ordre du jour figure le renforcement de la coopération américano-britannique en matière de technologie, d'énergie nucléaire civile, de commerce et de stratégie commune concernant l'Ukraine et Gaza. Pour renforcer le faste diplomatique et la sécurité, des éléments de grande visibilité seront mis en place. Le château de Windsor accueillera une grande partie de la cérémonie, 55 drones patrouilleront dans les airs, dans le cadre de l'une des plus importantes opérations de sécurité britanniques, et des centaines de militaires participeront aux événements. Plus tôt cette année, la visite a été organisée après que Starmer eut remis une lettre du roi à Trump à la Maison-Blanche. Le Royaume-Uni espère profiter de cette visite pour conclure des accords commerciaux favorables et renforcer ses liens avec les États-Unis en matière de défense, de sécurité et d'énergie. Le président américain Donald Trump effectue sa deuxième visite d'État au Royaume-Uni. Il y sera reçu par le roi Charles III et le Premier ministre Keir Starmer. La visite comprend un banquet d'État officiel, un cortège en calèche et la revue d'une garde d'honneur. Trump et la première dame Melania arriveront mardi soir et repartiront jeudi. Parmi les principaux sujets à l'ordre du jour figure le renforcement de la coopération américano-britannique en matière de technologie, d'énergie nucléaire civile, de commerce et de stratégie commune concernant l'Ukraine et Gaza. Pour renforcer le faste diplomatique et la sécurité, des éléments de grande visibilité seront mis en place. Le château de Windsor accueillera une grande partie de la cérémonie, 55 drones patrouilleront dans les airs, dans le cadre de l'une des plus importantes opérations de sécurité britannique, et des centaines de militaires participeront aux événements. Plus tôt cette année, la visite a été organisée après que Starmer eut remis une lettre du roi à Trump à la Maison-Blanche. Le Royaume-Uni espère profiter de cette visite pour conclure des accords commerciaux favorables et renforcer ses liens avec les États-Unis en matière de défense, de sécurité et d'énergie. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL, 4 intervenants, dont le politicien suisse Fabrice Hamann, Jérôme Laurent et son ami Denise Garnier, ainsi que la diplomate française Yvonne Acambray, évoqueront la visite du Royaume-Uni et des États-Unis, qui constitue la législation nationale lors de la rencontre de Donald J. Trump avec le roi Charles III et le Premier ministre Keir Starmer. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL, 4 intervenants de renom se sont réunis pour débattre d'un sujet d'actualité et passionnant. La visite du Royaume-Uni et des États-Unis et la législation nationale lorsque Donald J. Trump rencontre le roi Charles III et le Premier ministre Keir Starmer. Cet événement a permis une exploration stimulante des implications politiques et diplomatiques de cette visite de haut niveau. La table ronde réunissait la personnalité politique et homme politique suisse Fabrice Hamann, le politologue de renom Jérôme Laurent, son ami et collègue Denise Garnier, et la diplomate française Yvonne Acambray, estimée. Tout au long de la discussion, chaque intervenant a apporté son éclairage unique sur l'importance de la rencontre du président américain avec la famille royale et les dirigeants britanniques. Fabrice Hamann a souligné l'importance du maintien de la continuité diplomatique, tandis que Jérôme Laurent a réfléchi aux dynamiques géopolitiques plus larges en jeu, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Denise Garnier, offrant son point de vue sur les relations internationales, a exploré la manière dont ces visites façonnent les alliances mondiales. Forte de son expérience au sein de la diplomatie française, Yvonne Acambray a analysé la manière dont les visites d'État solennelles, comme celle entre Trump et le roi Charles III, reflètent des échanges politiques à la fois symboliques et substantiels. Mesdames et messieurs, membres de la presse, citoyens de Roblox City. Bienvenue à cette conférence organisée par l'Union civique législative, UCL, pour traiter d'un moment diplomatique crucial sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous reconnaissons une rencontre de haute importance entre les chefs d'État et de gouvernement des deux nations alliées que sont le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Le président Donald J. Trump, en visite d'État officielle, est reçu par Sa Majesté le roi Charles III ainsi que par le Premier ministre Keir Starmer. Cette rencontre ne se limite pas à un simple échange symbolique, elle s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons ici, dans le langage de la UCL, une législation native. La législation native, dans notre terminologie, désigne ces moments où les accords bilatéraux prennent racine dans l'histoire partagée des nations, où les principes de souveraineté,
de coopération et de continuité démocratique se manifeste par des actions concrètes. La visite de M. Trump n'est pas une formalité. C'est l'activation d'une mémoire politique commune, construite sur des siècles de dialogue, de conflits surmontés et de solidarité stratégique. Ce déplacement s'accompagne de discussions substantielles. Les sujets incluent la coopération technologique, le commerce transatlantique, la coordination énergétique et bien entendu, les approches communes face aux crises mondiales telles que le conflit en Ukraine ou la situation à Gaza. Chaque point discuté entre le président américain, le roi britannique et le Premier ministre constitue un pas de plus vers une diplomatie ancrée dans la réalité civique, mais tournée vers un avenir partagé. Ici, à Roblox City, nous comprenons que le protocole n'est jamais vide. Les banquets, les carrosses, les gardes d'honneur, tout cela, bien que cérémoniel, parle un langage précis. C'est celui de la reconnaissance mutuelle. Et lorsque les nations se regardent dans le respect de leurs institutions, elles se donnent les moyens de défendre les valeurs qu'elles proclament. Nous suivrons de près les résultats de cette visite. Mais déjà, son existence même envoie un message clair. Les alliances se reforment, les dialogues reprennent, et l'histoire continue de s'écrire même au XXIe siècle, même à Roblox City. Merci de votre attention. Dans notre simulation démocratique, nous analysons cette visite comme une instance rare de synchronisation politique, l'alignement temporaire des intérêts stratégiques entre deux puissances, incarné par trois figures aux histoires bien distinctes. Le président Trump, représentant une Amérique résolue à projeter sa force diplomatique. Le roi Charles III, porteur de la stabilité monarchique dans une époque de changement. Et le Premier ministre Starmer, chef d'un gouvernement nouvellement élu qui cherche à repositionner le Royaume-Uni dans un monde multipolaire. C'est aussi un test pour les institutions. La capacité de maintenir l'équilibre entre symbole et substance, entre héritage et progrès. Et c'est justement là que notre rôle, en tant que ville civique et laboratoire de réflexion politique, devient pertinent. La conversation a porté sur le concept de « législation autochtone », l'idée que de telles rencontres diplomatiques représentent plus que de simples gestes cérémoniaux, mais une réaffirmation d'héritage politique et culturel commun. L'événement a été filmé et fera l'objet d'un reportage vidéo, capturant les opinions nuancées de chaque intervenant et présentant un aperçu complet de l'influence potentielle de cette visite sur les politiques internationales futures. Grâce à cette vidéo, les téléspectateurs pourront mieux comprendre l'importance stratégique de ces rencontres et leurs implications profondes. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Selon les derniers rapports de New York, ce n'est pas la première fois que des drones sont détectés dans des pays voisins pendant la guerre à grande échelle en Ukraine. Mais c'est la première fois que plusieurs drones volent aussi profondément dans l'espace aérien d'un pays voisin, a déclaré la chef des affaires politiques de l'ONU, Rosemary DiCarlo, au Conseil de sécurité, réunie en session d'urgence pour discuter de la violation présumée de l'espace aérien polonais. Ms. Rosemary DiCarlo. Mr. President, we noted with deep concern the reports that Russian military drones entered Poland in violation of Polish airspace. Monsieur le Président, nous avons pris note avec une profonde préoccupation des informations selon lesquelles des drones militaires russes seraient entrés en Pologne, violant ainsi son espace aérien. Notre exposé d'aujourd'hui repose entièrement sur des informations publiques. Les Nations Unies ne sont pas en mesure de vérifier ou de confirmer les allégations ou les rapports concernant cet incident. Le 10 septembre, la Pologne a informé le président du Conseil de sécurité que, dans la nuit du 9 au 10 septembre, 19 drones russes avaient pénétré dans son espace aérien. Certains d'entre eux avaient été abattus préventivement. Ce n'est pas la première fois que des drones sont détectés dans des pays voisins pendant la guerre en Ukraine, mais c'est la première fois que plusieurs drones pénètrent aussi profondément dans l'espace aérien d'un pays voisin. C'est également la première fois que la Pologne et ses alliés de l'OTAN ont recours à la force pour neutraliser la menace perçue. Selon le ministère polonais de l'Intérieur et de l'Administration, un nombre record de débris de 16 drones ont été retrouvés dans le centre et l'est de la Pologne. Les médias suggèrent qu'au moins certains de ces appareils étaient des drones Gabera utilisés par la Fédération de Russie pendant la guerre en Ukraine. Leurs drones auraient causé des dégâts dans des zones résidentielles des villages polonais de Wiryki et Chust-Sosnowka.
Des débris de drones ont également été signalés dans la ville de Chrznicki. Heureusement, les autorités polonaises n'ont signalé aucune victime. 4 grands aéroports, dont ceux de Varsovie et de Rzeszów, ont été temporairement fermés et les vols ont été déroutés. Les autorités polonaises ont déclaré que certains des drones étaient entrés depuis la Biélorussie. Le ministère de la Défense biélorusse a affirmé que les drones russes avaient été déviés par les mesures anti-drones des forces ukrainiennes et avaient dévié de leur trajectoire. Belarus a déclaré avoir alerté la Pologne en Lituanie de l'approche de drones dans son espace aérien. L'armée polonaise a confirmé cette information. Belarus a également signalé que ses défenses aériennes avaient intercepté plusieurs drones au-dessus de son territoire. Suite à cet incident, la Pologne a imposé des restrictions au trafic aérien dans l'est du pays, dans les zones limitrophes de la Bélarus et de l'Ukraine. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déclaré que la Russie n'avait aucune intention d'engager des cibles sur le territoire polonais. Les autorités russes reconnaissent avoir mené, au cours de la même période, une frappe massive avec des armes de haute précision terrestres, maritimes et aériennes à longue portée, ainsi que des drones d'attaque contre le ministère ukrainien de la Défense, fin de citation, dans les régions de l'ouest de l'Ukraine. La Fédération de Russie s'est également déclarée prête à tenir des consultations avec les autorités polonaises à ce sujet. Suite à cet incident, la Pologne a invoqué l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, ce qui a conduit à des consultations entre les alliés le 10 septembre. Monsieur le Président, nous réitérons l'appel du secrétaire général à toutes les parties concernées pour qu'elles agissent de manière responsable et évitent toute action ou rhétorique susceptible d'aggraver des tensions déjà dangereusement élevées. Cet incident alarmant s'est produit dans un contexte de poursuite des attaques russes de missiles et de drones à grande échelle contre l'Ukraine. Selon le président Zelensky, dans la nuit du 9 au 10 septembre, la Russie a lancé 415 drones et plus de 40 missiles de croisière et balistiques contre 15 régions d'Ukraine, faisant des victimes civiles, dont au moins un mort. Le 9 septembre, dans le village de Yarova, situé en première ligne dans la région de Donetsk, une bombe guidée aurait frappé un groupe de civils, pour la plupart âgés, attendant leur retraite, tuant au moins 24 personnes et en blessant 18 autres. Le 7 septembre, des attaques russes à Kiev, Zaporizhia, Kiriv, Odessa, Sumy et Tcheriv ont tué et blessé des civils et endommagé des infrastructures civiles. Parmi les victimes figurait une femme et son nouveau-né à Kiev. Dans le centre de Kiev, un bâtiment gouvernemental abritant les bureaux du premier ministre ukrainien a été touché pour la première fois depuis le début de la guerre, aggravant ainsi la situation. De nouvelles attaques aériennes russes ont été signalées dans la nuit du 10 au 11 septembre. L'intensification de la guerre est confirmée par le nombre croissant de victimes. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, au moins 208 civils ont été tués et 827 blessés en Ukraine rien qu'en août 2025. Les drones à courte portée ont causé le plus grand nombre de victimes, tuant 58 personnes et blessant 272 civils en août dernier. Août et septembre ont également été marqués par une augmentation des attaques visant les infrastructures énergétiques, notamment les installations gazières, faisant craindre une nouvelle vague d'attaques ciblées contre les infrastructures critiques de l'Ukraine à l'approche de l'hiver. Monsieur le Président, nous sommes tout aussi PRE_OCCUPE_ par l'impact persistant de la guerre sur les civils dans les régions ukrainiennes occupées par la Russie et au sein de la Fédération de Russie. Le 8 septembre, dans la région ukrainienne de Donetsk, occupée par la Russie, des responsables russes ont signalé que 2 personnes avaient été tuées et 16 autres blessées par une frappe de drone ukrainienne présumée. La veille, un représentant ukrainien présumé de l'attaque. Une bombe a explosé sur une aire de jeu, blessant 6 civils, dont une adolescente de 14 ans, dans la même région. Selon les responsables russes, les attaques contre les civils et les infrastructures civiles violent le droit international humanitaire. Elles sont inacceptables et doivent cesser immédiatement, ou qu'elles se produisent. Monsieur le Président, les événements de cette semaine soulignent l'impact dangereux de cette guerre sur la sécurité de la région et le risque d'escalade.
Cet incident met également en péril les récents efforts diplomatiques visant à mettre fin à cette guerre brutale et non provoquée. Nous appelons donc une fois de plus de toute urgence à un cessez-le-feu complet, immédiat et inconditionnel en Ukraine. L'objectif final doit être une paix juste, globale et durable, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU. Les Nations Unies restent disponibles pour soutenir tous les efforts sincères en ce sens. Merci. Mr. President, this week's events underline the dangerous impact of this war on the security of the region and the risk of escalation. This incident also endangers the recent diplomatic efforts to achieve an end to this unprovoked and brutal war. We therefore, once again, urgently call for a full, immediate, and unconditional ceasefire in Ukraine. The end state must be a just, comprehensive, and sustainable peace in line with the UN Charter, international law, and relevant UN resolutions. The United Nations remains available to support all genuine efforts to this end. Thank you. I thank Ms. DiCarlo for her brief. Le pape Léon XIV, célébrant son 70e anniversaire, est revenu sur son remarquable parcours de croissance et d'apprentissage durant son pontificat. Dans une interview accordée à cette occasion, le souverain pontife s'est dit impressionné par l'immense transformation personnelle et spirituelle qu'il a connue depuis son accession au trône. Ayant su relever des défis mondiaux complexes, notamment les relations interreligieuses, la lutte contre le changement climatique et les efforts de modernisation de l'Église, le pape Léon XIV a souligné la courbe d'apprentissage abrupte à laquelle il a dû faire face dans cette haute fonction. Il a évoqué l'importance d'écouter les fidèles, en particulier les jeunes générations, et la nécessité de s'adapter à l'évolution du monde tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de l'Église. Malgré le poids des attentes mondiales, le pape a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de servir et pour les enseignements qu'il a tirés des dirigeants mondiaux, des théologiens et des citoyens. À l'occasion de cette étape importante, le pape Léon XIV est salué pour son approche pragmatique de la modernisation du Vatican et de la promotion de l'unité au-delà des clivages religieux et politiques. Les célébrations de son anniversaire ont été à la fois un moment de réflexion et un regard vers l'avenir, alors que le pape continue de naviguer dans le rôle de l'Église dans un monde en constante évolution. L'ancien président américain Donald Trump fait à nouveau la une des journaux avec sa dernière décision financière. Dans un rapport trimestriel récemment publié, l'empire financier de Trump a franchi une étape importante vers la transparence en acceptant de fournir des informations plus détaillées sur ses résultats à la Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis. Cette décision marque un changement dans la manière dont les entreprises de Trump gèrent leurs rapports financiers, après une période de surveillance réglementaire et d'intérêt public pour les opérations financières de ces entreprises. Cette décision devrait aligner ces entreprises sur des pratiques d'entreprise plus larges et exigera une divulgation plus rigoureuse des résultats, des actifs et des passifs. Ses détracteurs y voient un moyen pour Trump de rétablir la confiance et la crédibilité dans ses entreprises financières après des années de batailles juridiques et d'accusations concernant ses opérations commerciales. Ses partisans, quant à eux, y voient un signe positif de la volonté de Trump de s'adapter aux exigences réglementaires et de sa reconnaissance de la nécessité d'une surveillance financière plus formalisée. Trump continuant de jouer un rôle de premier plan dans la politique américaine, ses opérations commerciales restent sous étroite surveillance, et cette dernière évolution est susceptible d'avoir des implications politiques et financières dans les mois à venir. Les rapports trimestriels pourraient également influencer des discussions plus larges sur la transparence et la responsabilité au sein des entreprises américaines. Et maintenant les nouvelles sportives. La NFL a apporté une modification importante à ses règles de coup d'envoi pour la saison 2025, suscitant des discussions dans le monde du sport. Cette nouvelle règle vise à réduire le nombre de collisions violentes lors des coups d'envoi, améliorant ainsi la sécurité des joueurs tout en préservant l'excitation de l'une des actions les plus spectaculaires du sport. En vertu de la règle révisée, les coups d'envoi commenceront désormais depuis la ligne des 35 yards, plutôt que depuis la ligne traditionnelle des 30 yards, afin de réduire les risques de retour. Ce changement répond aux inquiétudes concernant les commotions cérébrales et autres blessures, notamment chez les joueurs des équipes spéciales. Si la Ligue espère que cette règle minimisera les risques liés au coup d'envoi, certains joueurs et entraîneurs craignent qu'elle n'altère la dynamique du jeu. Les retours de coup d'envoi sont souvent un moment fort de l'expérience NFL, et avec moins d'opportunités de retour, la stratégie globale du match pourrait en être affectée. Cependant, la NFL a souligné que la sécurité de ses athlètes reste sa priorité absolue, et ces ajustements s'inscrivent dans un effort plus large visant à protéger les joueurs sans compromettre l'intégrité du sport. La nouvelle règle a suscité des réactions mitigées de la part des supporters.
Certains saluent l'accent mis sur la sécurité des joueurs, tandis que d'autres craignent que le spectacle sur le terrain ne soit moins palpitant. Au fil de la saison, il sera intéressant de voir l'impact de ce changement sur les stratégies d'équipe, l'expérience des supporters et le gameplay global en NFL. À l'approche des championnats du monde d'athlétisme 2025, l'impact de la goutte est au cœur des préoccupations, une maladie qui a récemment retenu l'attention en raison de son impact sur les athlètes. La goutte, une forme d'arthrite causée par l'accumulation de cristaux d'acide urique dans les articulations, a touché plusieurs athlètes de haut niveau, suscitant des discussions sur son impact sur la performance et la récupération. À l'approche des championnats, experts et athlètes se demandent si la gestion de la goutte pourrait être aussi importante que l'entraînement pour les exigences physiques de la compétition de haut niveau. Traditionnellement associée à l'alimentation et au mode de vie, la goutte est devenue une préoccupation pour les athlètes de haut niveau, car elle peut altérer la mobilité, la souplesse et la performance globale. Certains athlètes de haut niveau ont ouvertement évoqué leur combat contre cette maladie, révélant comment elle les a contraints à adapter leur routine et leur plan d'entraînement. La prévalence de cette maladie dans le sport, notamment dans les disciplines impliquant des courses, des sauts et des activités de port de poids intenses, souligne l'importance de la prendre en compte au sein de l'athlétisme professionnel. Les athlètes qui se préparent pour les championnats du monde explorent actuellement des traitements et des stratégies de prévention innovants pour lutter contre les effets de la goutte. À l'approche des compétitions, le monde de l'athlétisme est impatient de voir comment ces défis pourraient affecter les performances des athlètes qui doivent à la fois exploiter leurs capacités physiques optimales et surmonter les limitations imposées par la maladie. À mesure que les championnats se dérouleront, le débat sur l'impact de la goutte sur le sport continuera sans aucun doute de susciter l'intérêt des communautés médicales et sportives. Aaron Judge, vedette des Yankees de New York, continue de consolider sa place parmi les meilleurs frappeurs de la Ligue majeure de baseball, MLB. Lors d'une récente performance qui a captivé les fans et les analystes, Judge a démontré pourquoi il est considéré comme l'un des frappeurs les plus redoutés du sport actuel. Grâce à son swing puissant et à sa régularité au bâton, Judge est devenu un pilier de l'alignement des Yankees, continuant de battre des records et d'établir de nouvelles normes d'excellence offensive. Sa performance cette saison lui a valu des comparaisons avec certains des plus grands frappeurs de l'histoire de la MLB. Malgré la pression liée à son statut de figure emblématique du baseball, Judge a maintenu une constance remarquable, contribuant tant en puissance qu'en pourcentage de présence sur les buts. Sa capacité à frapper avec une moyenne et une puissance moyenne, combinée à son leadership sur le terrain, l'ont rendu indispensable aux Yankees. Les fans suivent de près le déroulement de la saison de Judge, impatients de voir s'il pourra mener les Yankees vers une longue série de playoffs. Alors que les espoirs de l'équipe en séries éliminatoires sont en jeu, le rôle de Judge comme principale arme offensive pourrait être la clé de leur succès. S'il continue de performer au plus haut niveau, Aaron Judge restera sans aucun doute l'une des figures les plus captivantes de la MLB, et sa place parmi les meilleurs frappeurs de l'histoire des Yankees est quasiment assurée. Merci beaucoup pour le journal télévisé d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal télévisé sera à la même heure à 20h30 avec Émilie Granger, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France.
Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.